Bonjour et bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la situation commerciale du Mali. C'est assez frappant pour des produits de base comme les plastiques, les produits de nettoyage. Les données montrent une dépendance vraiment forte aux importations. On a pas mal de choses sous la main, des chiffres sur 10 ans pour le Mali, l'Afrique, le monde. Il y a aussi un plan d'affaires pour un projet éducatif là-bas, des infos sur la ZLCAF, la zone de libre-échange africaine, et puis des analyses de stratégie. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de bien comprendre ce défi commercial malien pour ces produits qui sont essentiels, hein, et puis d'analyser une proposition assez concrète qui vise à renforcer la production sur place, et enfin de replacer tout ça dans un contexte plus large, régional et même, on pourrait dire, historique. La question de fond, c'est comment on passe de cette grosse dépendance aux importations à plus d'autonomie productive. Alors, allons-y, plongeons dans ces chiffres. Ceux de 2023, ils sont assez parlants, non? Le Mali qui importe pour environ 149 millions de dollars de plastique et quasi 38 millions pour les produits de nettoyage. Et en face, les exportations, quasiment rien. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment le cœur du problème. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait, hein. Ce déficit commercial qui est chronique, ça veut dire une sortie continue de devises, des devises précieuses. Et ça, pour acheter des biens de consommation hyper courants. Ça rend l'économie plus fragile, plus vulnérable aux chocs extérieurs. Le fameux ratio de couverture import-export, il est minuscule, vraiment. Pour le plastique, on est à moins de 4% en 2023. Pour le nettoyage, à peine plus de 2%. C'est très très faible. Moins de 4%. C'est vrai que c'est saisissant. Surtout quand on pense que ce sont des produits que tout le monde utilise tous les jours. Ça montre bien l'urgence pour le Mali de diversifier son économie. Une économie encore très liée à l'agriculture et à l'or. Alors justement, comment on passe de ce constat, un peu sombre, à une solution? Alors une piste intéressante qu'on trouve dans les documents, c'est ce projet d'école de fabrication. L'idée, c'est de s'attaquer aux problèmes de front, si vous voulez. Former des Maliens, futurs entrepreneurs ou employés qualifiés, au métier de la plasturgie et de la fabrication de produits d'entretien. C'est très concret, hein? Formation technique, oui, mais surtout mise en pratique directe sur des lignes de production. Et même, ils sont impliqués dans la vente des produits fabriqués. L'idée, c'est que ça aide à financer l'école. Ah oui, une école qui produit, qui vend pour être autonome financièrement, c'est ambitieux. Mais comment ça marche au quotidien? L'approche est très learning by doing, comme on dit, apprendre en faisant. Les apprenants, qu'on appelle étudiants, ils reçoivent la théorie nécessaire, bien sûr, ils sont évalués. Et puis, ils travaillent vraiment comme des ouvriers, quoi, sur les machines, pour fabriquer de l'eau de javel, des détergents, des bidons en plastique, ce genre de choses. Ils apprennent aussi le recyclage du plastique, c'est important. Et tout le processus est filmé pour créer des supports pédagogiques qui peuvent être partagés. Le but final, c'est qu'ils sortent soit prêts à monter leur propre boîte, soit hyper qualifiés pour être embauchés. D'accord, c'est clair. Une question me vient. Pourquoi choisir spécifiquement ces deux secteurs, le plastique et le nettoyage? Qu'est-ce qu'il y a de si stratégique là-dedans? Ah, c'est une très bonne question. Et c'est là qu'intervient une idée assez clé des SourceUp, le concept de moteur de synergie. Ça veut dire que même si on fabrique des produits finis assez simples, comme un détergent, ça peut avoir un effet d'entraînement. Ça peut tirer d'autres activités économiques. Ah oui? Expliquez-nous un peu ça. Comment un simple bidon de Javel peut stimuler d'autres secteurs? Mais pensez-y. Pour faire ce détergent, il faut des ingrédients chimiques de base. Donc potentiellement, ça stimule l'industrie chimique locale ou régionale. Ensuite, il faut l'emballage. Des bouteilles en plastique fabriquées par soufflage. Des bouchons faits par injection. Ça tire directement l'industrie plastique. Pour faire tout ça, il faut des machines, des remplisseuses, des souffleuses, des moules. Ces machines sont souvent conçues et fabriquées par des entreprises de mécanique, parfois avec des technologies pointues, comme les machines à commande numérique, les CNC. Et enfin, une fois le produit consommé, ça génère des déchets plastiques, qu'il faut recycler. Donc ça dynamise aussi le recyclage. Vous voyez, un produit de base peut en fait créer tout un petit écosystème industriel. Je vois. C'est une manière de construire un tissu industriel progressivement, en partant des besoins concrets du quotidien. C'est assez malin, oui. Exactement. Et tout ça, évidemment, ça ne se passe pas dans une bulle. Il faut regarder le contexte plus large. D'abord, il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Son but, c'est de créer un grand marché unique en Afrique.
Et pour les produits dont on parle, plastique, nettoyage, c'est un marché d'importation énorme. Plus de 30 milliards de dollars, rien qu'en 2023, à l'intérieur de cette zone. Donc, c'est une opportunité potentielle énorme pour une production malienne qui deviendrait compétitive. Mais c'est aussi un défi, face à la concurrence qui existe déjà. 30 milliards, oui, ça donne le vertige comme chiffre. Et il y avait aussi une référence historique, je crois. La Turquie. Oui, une mention assez brève du premier plan industriel turc dans les années 30. Attention, ce n'est pas du tout un modèle à copier tel quel. L'histoire est différente, le contexte aussi. Mais l'idée intéressante, c'est la stratégie de l'époque. Cibler la production locale de biens essentiels, le textile, le verre, etc. L'objectif était de réduire la dépendance aux importations et de développer les compétences nationales. Ça montre qu'une approche volontariste, axée sur les besoins de base, ça peut jeter les fondations d'une industrialisation. C'est plus une source d'inspiration, disons, conceptuelle. Et tout ça, j'imagine, ça entre en résonance forte avec les objectifs actuels du Mali. Ah mais complètement. Le pays cherche activement à diversifier son économie, à renforcer le secteur privé et surtout à former sa population qui est très jeune et à lui offrir des perspectives d'emploi. Un projet comme cette école de fabrication, ça coche pas mal de ces cases, effectivement. Bon, si on essaye de synthétiser, on a un défi commercial majeur pour le Mali, cette dépendance aux importations pour des produits essentiels. Face à ça, une proposition concrète, cette école de fabrication qui mise sur la formation pratique, les synergies industrielles, et le tout s'inscrit dans un contexte africain en pleine évolution avec la ZLCAF, et on peut même y voir des échos dans l'histoire économique. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens, une réflexion. Au-delà de simplement produire localement pour remplacer ce qui est importé, comment est-ce qu'un projet comme celui-ci peut vraiment servir de catalyseur, de levier pour une transformation plus profonde? Je pense au développement des compétences techniques, bien sûr, mais aussi à cet esprit d'entreprise, cette culture de l'innovation qui sont indispensables pour une industrialisation qui soit durable au Mali. Comment s'inspirer des succès, mais aussi des échecs passés, que ce soit ailleurs ou sur place, pour construire quelque chose qui soit vraiment adapté et pérenne? C'est sans doute ça, le véritable enjeu pour l'avenir économique du pays.